Oui, bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis effectivement un ancien élève de l'ENA. Je suis membre de la Fabrique du Futur. Je suis aujourd'hui consultant, formateur. J'écris des livres sur la réforme de l'État, qui est un grand sujet sur la sphère publique. Et donc là, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans cette journée Asie Yves Carmona. Yves est un ancien ambassadeur de France. Il est, donc, comme ça a été dit, ancien élève de l'ENA et historien. Il a fait ses études d'histoire à l'université de Bordeaux. Il a enseigné quelques années dans cette discipline avant d'entrer à l'ENA. Il a travaillé alternativement au Quai d'Orsay et dans différents pays d'Asie. Aujourd'hui, il va nous parler de son expérience à l'ambassade de France au Japon, à Singapour, et il a été ambassadeur de France au Laos, puis au Népal. Il a également contribué à plusieurs articles de fond sur cette région du monde. Donc, monsieur l'ambassadeur, cher Yves, aujourd'hui nous sommes en Asie dans ce si beau voyage tour du monde virtuel, malheureusement encore avec Michel Solowcost, mais nous ne désespérons pas de faire un voyage réel avec l'Université catholique de Lille, avec l'ENA, avec la Fabrique du Futur, avec l'Université de Strasbourg. Bon, après l'Amérique en janvier dernier et avant l'Europe en juin, cette journée est donc consacrée à l'Asie. Pour toi, l'Asie, c'est d'abord quoi? Bonjour à tout le monde et j'ai bien écouté enfin, une bonne partie des débats qui ont précédé, donc c'est très intéressant pour moi, c'est très enrichissant d'écouter les uns et les autres. Alors, je vais commencer par, non pas une, mais deux anecdotes, hein. La première anecdote, parce qu'après tout, c'est le travail des ambassadeurs de raconter les anecdotes, c'est la rue la plus longue, la rue commerçante la plus longue de France, la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, qui était décorée il n'y a pas très longtemps, au moment du Nouvel An chinois, qui était décorée par euh, des décorations chinoises. Et j'ai vu ce que les commerçants bordelais, entre autres, voient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit dans l'Asie? On y voit surtout un réservoir de fric, hein, par les Français, un réservoir d'argent. Et puis une deuxième anecdote, c'était, j'ai entendu ce matin le professeur Lou de Taïwan. Ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire chez ce professeur, qui est donc chinois, puisque c'est Taïwan, c'est que ce qu'il a raconté ce matin, c'était exactement la même chose que moi-même. Il avait vécu la même chose que moi. Lui, comme professeur de français, est donc venu en France à plusieurs reprises. Moi, j'étais au Japon et donc j'étais à Taïwan à plusieurs reprises. J'ai fait du tourisme. Et dans les deux cas, j'ai trouvé que cette symétrie dans nos parcours, c'était vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, c'est fini pour les anecdotes. Et venons-en au sujet lui-même. Euh, Premièrement, donc, ce que je trouve très important dans tous les pays où j'ai servi, que j'ai visité, c'est qu'ils sont tous très attachés à leur identité, qui n'est pas la même que celle du voisin. Et puis, le deuxième sujet qui concerne plus particulièrement la Chine, mais qui concerne aussi euh, tous les Asiatiques, c'est qu'après avoir vécu cette identité qui est différente d'un pays à l'autre, eh bien, il faudra dépasser ces identités, il faudra aller plus loin. Et ce sera le deuxième point de mon propos. Bon, je ne parle que de l'Asie parce que j'ai séjourné dans d'autres pays, mais voilà, je pense qu'on parle bien des pays où on a été, où on a passé un peu de temps, et donc dans mon cas, c'est de l'Asie qu'il s'agit. Alors, mon premier point, donc, pardon aux auditeurs d'adopter ce plan tel qu'il est pratiqué dans les bonnes universités, mais qu'est-ce que c'est que l'Asie? Eh bien, en fait, l'Asie n'existe pas. C'est une expression géographique. C'est chaque pays d'Asie, en fait, a son identité, et pas seulement chaque pays, mais chaque région d'Asie. Alors, c'est vrai du Japon, d'autres comment en ont parlé très bien, et donc je ne vais pas insister là-dessus. Je dirais simplement que les problèmes que connaît le Japon aujourd'hui, ben, ce sont les mêmes en fait que ceux des pays développés, hein, notamment les questions de harassement sexuel, les questions d'attitude fuyant des politiques. La seule différence peut-être, c'est comme l'a dit
un des orateurs précédents, Michel Sadov-Kost, c'est que le Japon est aussi tourné vers l'avenir. Hein, et elle a beaucoup parlé de l'inanimé, de la robotique, etc. Et c'est vrai que le Japon regarde beaucoup vers l'avenir. Et il regarde plus que nous vers l'avenir. C'est quelque chose qui doit nous frapper. Singapour, j'ai également été, j'étais numéro 2 de l'ambassade. En fait, c'est, je dirais, là aussi c'est anecdotique, mais ce qui compte, c'est le bruit du tiroir-caisse, c'est l'argent. Parce que, comme le disait un de mes amis qui est disparu depuis longtemps, Éric Théo, qui était un diplomate à l'époque, ce qui est important dans un pays comme celui-là, c'est de faire du business, c'est de faire des affaires, c'est de gagner de l'argent. Et la famille Lee, qui gouverne ce pays, donc, comme ça a déjà été dit, depuis sa naissance, hein, depuis qu'il existe, eh bien, a construit une espèce de meilleur des mondes qui est destinée uniquement, au fond, à assurer la stabilité à tous égards. Alors, il y a quand même une seule nuance à porter à cela, c'est que cette stabilité, elle concerne les Singapouriens, ceux qui vivent à Singapour, enfin, soit les Singapouriens, soit les habitants permanents, les PR, comme on dit, de Singapour. Cette stabilité, elle ne concerne pas, cette gentillesse ne concerne pas les immigrés. Ceux-là, on les fout dehors quand on n'en a plus besoin. Alors ça ne contredit pas le besoin de faire de l'argent, simplement, ça lui apporte une coloration un petit peu différente. Le Laos, où j'ai été ambassadeur, c'est une dictature. Ça étonnera personne. Ils ont gagné la guerre en 1975 grâce au soutien du Viet Minh. Ils ont été au Pathet Lao, etc. C'est une dictature qui n'a rien à envier à la dictature du Vietnam ou de la Chine. Mais attention, c'est quand même pas non plus un pays dans lequel on renonce à son identité. Et l'identité est très forte, et pas seulement celle du Laos par rapport à la Chine, par rapport à ses voisins, mais aussi celle de chaque région du Laos. Et aujourd'hui, on entend dire les autorités, oui, c'est formidable, le Laos, c'est... alors, quand ils parlent du Laos, en fait, ils parlent essentiellement du Vientiane, la capitale. Et moi, j'étais un ambassadeur, évidemment, dans la capitale, mais aussi dans les régions. Je suis allé le plus possible dans les régions très différentes de la capitale. C'est complètement différent. Les identités dans chacune de ces régions, je crois que je les ai pratiquement toutes visitées, les identités sont complètement différentes. C'est-à-dire que bien, on ne parle pas la même langue, on ne pratique pas la même religion. Donc, et en plus, alors, dans la capitale, les ambassades s'occupent surtout des Français, alors, parce qu'il y avait une communauté française importante. Et en fait, ce qui intéresse, il faut bien le dire, ce qui intéresse Paris, à la limite, le Laos, ils s'en fichent complètement, mais ce qui les intéresse, c'est cette communauté française et ce qu'elle vit sur place. Enfin, j'étais ambassadeur aussi au Népal. Alors, je pourrais parler du Népal pendant des heures, évidemment. C'est le dernier poste que j'ai occupé, donc ma carrière s'est arrêtée là. En 2 mots, ce petit pays, enfin, il est petit par rapport aux géants qui sont la Chine et l'Inde. Hein. C'est quand même 28 millions d'habitants, c'est pas rien, quoi. Mais vu de Paris, c'est une poussière. Bon, c'est un pays dont l'histoire, en tant que pays unifié, est tout à fait récente. Elle date du XVIIIe siècle. Et puis, bon, il a été formellement. Enfin, les Anglais qui eux, gouvernaient l'Inde à l'époque, se sont dit oulala, c'est dangereux parce que ces gens-là combattent bien, c'est pas la peine d'y aller. Et donc, ils ont fait du Népal une sorte de protectorat qui ne disait pas son nom. Mais je me souviens de mon collègue britannique, malheureusement disparu depuis, qui me disait, mais vraiment, c'est chez nous, quoi. Et il me disait, franchement, c'est chez nous. Voilà, donc, bon, et on pourrait parler des identités très fortes qui existent ailleurs, qui est dans l'immense Indonésie ou dans le minuscule Brunei. Chaque pays a son identité, et c'est ce qui m'amènera à parler de la Chine dans une deuxième partie, si tu me le permets. Alors justement, merci beaucoup Yves, tu nous as beaucoup souligné la force de ces identités nationales. Après ce que vient de nous dire Bruno Bézard, quelle est ta propre vision de cette Chine qui est aujourd'hui un pays essentiel dans l'équilibre du monde? Alors, ma vision de la Chine est une vision un peu extérieure, puisque je n'y vis pas, donc comme Bruno Bézard qui y vit les 5 dernières années, ou comme notre ami Salof Coste, qui lui connaît le monde entier en réalité. Donc, moi j'en parlerai de façon, je dirais,
peut-être plus partielle, mais je dirais que la culture chinoise, en fait, elle est partout. Elle est millénaire. Elle existe depuis très longtemps. Elle concerne tout le monde. Elle concerne. Il n'y a pas un seul pays d'Asie et même dans le monde entier qui échappe à cette culture. On aime ou on n'aime pas, mais le fait est qu'elle est là. Elle est là et que cette culture chinoise, elle nous influence. Pour très longtemps, alors elle influence le Japon. Les Japonais aujourd'hui ne sont pas contents, mais le fait est que c'est comme ça. La Corée du Sud, c'est pareil, elle est prise en tenaille entre les uns et les autres. Je parlais ce matin même avec un ami qui est au Vietnam. Le Vietnam, c'est vraiment un pays, enfin, il a été en guerre quand même contre la Chine il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il pourra résister? Est-ce qu'il n'y aura pas la guerre, quoi? Franchement, c'est une question qu'on peut se poser. J'espère que non. On parle beaucoup de la Birmanie en ce moment, c'est l'actualité. Hein. Il y a déjà eu au moins 200 morts, en fait. En réalité, on ne sait pas combien il y en a. Et la Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde. Elle regarde parce qu'elle profite de la situation, en fait. Et elle s'oppose à la dictature militaire with lip service, hein, du bout des lèvres. Mais en réalité, elle n'a pas envie de s'en occuper. Ce qu'elle veut, c'est faire des affaires, c'est continuer à gagner de l'argent, tout simplement. Alors, ceci étant dit, enfin, il faut s'en réjouir, la Chine a quand même ses problèmes. Et je dirais que son problème numéro un, c'est l'unité. C'est garder l'unité de la nation chinoise. Et c'est un problème qui se pose par rapport à tous les enjeux, que ce soit par rapport à Taïwan. Je rappelle que Taïwan est une province chinoise. Même chose par rapport au Tibet, ce qui est officiellement une province chinoise, etc. Et alors, ne parlons pas des Ouïghours. Je rappelle encore à nouveau, c'est également une province chinoise. Donc, si vous voulez le pouvoir de Pékin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est à moi, hein, c'est à moi. Allez vous faire voir. Et donc, en ce moment, c'est très frappant de constater qu'il est insulté du matin au soir. On a nos meilleurs spécialistes de la Chine, experts. Enfin, c'est scandaleux. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Mais on ne peut parler avec les Chinois qu'en ayant la puissance. Si on n'a pas la puissance de leur parler, ce n'est pas la peine. À mon avis, c'est inutile. Et alors justement, pour conclure, merci de tous ces propos, cher Yves, et dans la perspective de notre rendez-vous de juin sur l'Europe, que peut la France, que peut l'Europe pour trouver cette place dans le nouvel équilibre du monde? Alors ça, c'est une profession de foi. Hein. On peut très bien dire le contraire, mais moi, je crois à l'unité européenne. Voilà, je pense que la France, vu de la Chine, que ça nous plaise ou pas, ça sera toujours un petit pays. Ça sera plus que jamais un petit pays. C'était peut-être pas comme ça il y a un siècle ou 2 siècles, je ne sais pas très bien, mais il ne faut pas se faire d'illusions. À mon avis, je pense que ça ne doit pas changer dans les années qui viennent. Alors peut-être que à long terme, ça sera peut-être autre chose, mais en tout cas, ça ne doit pas changer dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Et donc, il n'y a que l'unité européenne, à mon avis, qui peut constituer la clé qui nous permette d'exister par rapport à la Chine. Bon, l'autre, on peut très bien dire que l'unité européenne est foutue, hein, elle n'existera plus, ça c'est possible aussi, je ne dis pas dans la boule de cristal, mais bon, ma profession de foi à moi, c'est ça, c'est l'unité de l'Europe.